Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux uns portant la paix, aux autres le souci. Pendant que des mortels, la multitude vile, sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci va cueillir des remords dans la fête servile. Ma douleur, donne-moi la main. Viens par ici, loin d'eux. Vois se pencher les défuntes années sur les balcons du ciel en robes surannées, surgir du fond des eaux le regret souriant. Le soleil moribond s'endormir sous une arche et, comme un long linceul traînant à l'Orient, entends ma chère, entends la douce nuit qui marche. Monsieur Baudelaire. Le Clésio. La première fois que Beaumont dut faire connaissance avec sa douleur, ce fut au lit, vers quelque chose comme 3h25 du matin. Il se retourna sur le matelas, péniblement, et sentit la résistance des couvertures et des draps qui participaient à son mouvement de rotation, mais d'une façon incongrue, en s'y opposant, comme si une main invisible avait tordu les tissus autour de son torse et de ses hanches immobiles. Après quelques minutes ou quelques secondes, il essaya, les yeux fermés, de se dégager en tirant avec sa main gauche sur les plis de son pyjama et sur les torsades des draps. Il ne réussit qu'à se rendre davantage prisonnier et, la mauvaise humeur le gagnant, il rua dans l'enchevêtrement de ce qui devait ressembler de plus en plus à une camisole de force. Ses deux pieds percèrent à la fois et surgirent au bout du lit, livides, plongeant d'un seul coup dans le froid. Les derniers restes de la paresse, l'engourdissement du sommeil, sans doute, le maintinrent encore dans cette position, mais le sentiment d'un inconfort sournois, un malaise très intellectuel et cependant physique, grandit dans son esprit. Son cerveau recommençait à fonctionner, des images fugitives, à peine tracées, s'allumaient et s'éteignaient sur ses rétines à l'abri des paupières jointes, comme des enseignes au néon. Il y avait une barque en bois qui dérivait sur une rivière brumeuse et il ramait de toutes ses forces. Puis il savait qu'il était sur cette barque et l'histoire commençait. Naturellement, la barque chavirait, il nageait doucement vers lui et des plages, des plaques de vase s'infiltraient sous son ventre et le portaient avec de doux chatouillis. Ou bien ses pas qui martelaient le trottoir en cadence, en légèreté. Et d'autres pas, d'autres jambes survenaient. La présence dansante d'une jeune femme dont il ne parvenait pas à surprendre le visage, mais qui devait avoir des sortes de longs cheveux blonds roux et des bras nus très blancs, presque lumineux. Des mots de phosphore naissaient en silence, enfouis au plus profond de sa tête, vers la nuque peut-être. Et ces mots s'allumaient et s'éteignaient eux aussi dans la nuit du vide préhistorique, prêts à s'organiser en phrases, prêts à moduler des propositions circonstancielles, conjonctives, interrogatives, comme si des points de suspension les avaient ligotés entre eux. Quand Beaumont sentit que cette invasion, loin de faiblir, précipitait sa course et progressait de façon continue, il comprit qu'il ne pourrait plus dormir. Ses paupières tremblèrent, se resserrant encore de temps en temps, mais nerveusement, puis tout à coup, sans qu'il ait pu savoir comment et pourquoi, ses yeux furent grands ouverts. Beaumont resta couché sur le côté, les yeux ouverts, parfaitement immobile dans les nœuds et les strangulations de ses draps. Le bruit de sa montre l'atteignit enfin, progressivement, comme si cela avait été une fuite dans un tuyau d'eau dont chaque goutte se serait attachée à la précédente pour fabriquer une espèce de stalactite mouvante, s'insérant millimètre après millimètre dans sa matière grise. Il entendit tic, 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 et rejeta les couvertures à ses pieds. Il alluma la lampe de chevet et lut l'heure. 3 heures. 32 du matin. Il y avait donc environ 7 minutes qu'il avait fait pour la première fois connaissance avec sa douleur. Et il ne le savait pas. Excusez-moi.
Beaumont resta couché sur le côté, les yeux ouverts, parfaitement immobile dans les nœuds et les strangulations de ses draps. Excusez-moi, j'ai un problème. Ah oui. Il y a un souci de page. Ah ben voilà. Voilà. Ce fut un passage tout à fait mystérieux, je pense, et à peu de choses près fatal. Ce qui n'avait été jusque-là que brouillard, balancement, malaise. Ça marche pas? C'est bon? Merci, excusez-nous. Ce fut un passage tout à fait mystérieux, je pense, et à peu de choses près fatal. Ce qui n'avait été jusque-là que brouillard, balancement, malaise, comme une mer houleuse dont on ne sait si c'est elle ou si c'est vous qui souffrez, en roulis, en tangage, cette nausée visuelle qui rend âpre et maladive des kilomètres carrés de vagues de ciel, tout cela s'éclaircit, et un genre de soleil pointu, un mâle précis, se mit à éclore. Dans tout le visage de Beaumont, cela avait une place précise, c'était dans la mâchoire. Au fond de la bouche, probablement sous la dent de sagesse ou sous la molaire dévitalisée, à gauche. Rien de bien grave pour l'instant, juste une petite douleur sèche et définie, peut-être un bouton sur la gencive ou bien une névralgie éphémère que le simple contact d'un cachet d'aspirine sur la langue suffirait à dissiper. Beaumont redressa son torse, écrasa sa cigarette au fond d'un cendrier en fer. Il reprit le miroir brisé, mais de la main droite. Ce n'est pas très facile, à cause de la buée. Il prit un mouchoir sale sur la table, essuya le morceau de glace et, retenant son souffle, les poumons gonflés, comprimant les fosses nasales jusqu'à les laisser sourdre un mince filet d'air qui s'échappait par les narines, il orienta le reflet de l'ampoule électrique vers le fond de sa bouche. Mais il ne distingua rien d'anormal. La plupart des dents étaient plombées, évidemment. Mais les gencives semblaient saines. Beaumont changea de miroir de main et à l'aide d'un crayon à billes, il se mit à cogner toutes les molaires du côté gauche afin de déceler la source exacte de son mal. En vain. Sous le choc, toutes les dents se révélaient également sensibles, mais sans plus. Il ne pouvait donc pas s'agir d'une carie à proprement parler. Utilisant le même crayon à billes, Beaumont se mit à frotter les gencives autour de la molaire et de la dent de sagesse, en vain également. Certes, la sensibilité était plus grande autour de ces deux dents, mais on aurait pu qualifier cette sensibilité de douleur. C'était plutôt la réponse normale d'une denture travaillée par la piorée alvéolaire, par la gingivite et les névralgies de tout genre. En tout cas, rien d'un abcès. Beaumont reposa le miroir, à demi rassuré. Pendant un instant même, il lui sembla aller mieux. Il se recoucha dans son lit, éteignit la lumière, mais dans sa tête, couché sur l'oreiller, le mal se réveilla soudain avec une telle intensité qu'il se mit à grogner. Beaumont n'hésita pas. Il ralluma, sauta hors du lit et fouilla dans le tiroir de sa table. Il en sortit un tube d'aspirine et 2 somnifères. Puis il retourna dans la cuisine, avala les cachets, plus un grand verre d'eau glacée. Urina encore et revint. Il attendit un moment debout que les médicaments aient pu descendre le long de l'ésophage et il se recoucha. Il attendit comme ça, caché au milieu des draps, que vienne le miraculeux passage, la fusion de tout son être dans un espace liquide, le chaos diluvien en forme de fanfare, cette traîtrise qui retournerait ses yeux dans ses orbites et lui montrerait au loin, très loin, comme à travers la pluie, le giboyeux présent des songes. Mais la douleur, car c'était une douleur, à présent, avait encore sensiblement augmenté et déjà, le visage mobile, une espèce de sueur légère mouillant la paume de ses mains et les côtés de ses pieds, Beaumont sentit s'ouvrir devant lui les portes d'un monde inconnu et tragique. Un monde où l'inquiétude est une beauté, un paysage exaspéré que hante le souvenir de l'autre terre, là où règne le calme et le bien-être. Les animaux aux yeux clairs, le silence aquatique des nerfs. Il sentit déjà la tristesse monotone de ce voyage, l'arrachement aux demeures d'autrefois,
et la chevauchée future vers un petit enfer, à espace réduit. Les souvenirs des nuits bien rondes, les doux oublis du temps passé murmuraient en lui des plaintes nostalgiques, pareilles à de longues rivières bordées de saules où les malards volent bas entre des haillons de fumée. Dehors, le bruit des nappes d'eau avançait toujours le long des rues du carrefour. Une automobile passait parfois, traçant des sillons sonores sur le macadam, ou bien des pas d'hommes martelaient le sol, tranquilles, nés de rien, et s'acheminant vers rien. Beaumont se rejeta sur le lit en boule, espérant quand même quelque chose, je ne sais pas quoi exactement. Des osmoses d'acide, des assimilations de glutétimides, le sommeil, la paix sans doute. Le mal s'éloigna effectivement, les images se firent plus rares sur ses rétines. Une torpeur artificielle au goût un peu amer envahissait Beaumont. Un très long immeuble se mit à défiler, toute fenêtre dehors, la chute semblait éternelle ou presque, mais vers quelque chose comme le 3640e étage, Beaumont rencontra le trottoir. Sa jambe gauche porta la première et se brisa net, puis le reste du corps bascula, pivotant autour d'un axe invisible. Le sol frappa le flanc droit, l'épaule, la tête. Il y eut encore 2 ou 3 dixièmes de seconde comme des spasmes, et tout fut terminé. Le sang mort sortit par les yeux, les narines et les oreilles, et coula doucement dans la rue, docile, selon la déclivité du ruisseau. Beaumont avait retrouvé son mal. L'aspirine n'avait pas fait d'effet, ou à peine. En une demi-heure, la douleur avait quintuplé. Ce n'était plus un point précis de la mâchoire, à présent autour de la dent de sagesse et de la molaire dévitalisée, mais une zone tout entière qui s'étendait de l'oreille gauche à la pointe du menton. Dans cette zone, tout vibrait. Des ondes incompréhensibles allaient et venaient sans cesse, pareilles à des vagues, puis se brisaient à leur point d'interférence. Il semblait que cette moitié de mâchoire avait soudain grandi dans le noir, repoussant tout ce qui l'entourait. Une construction baroque, faite de ciment et de barres de fonte, prolongeait maintenant la joue de Beaumont. C'était un poids réel qui oscillait dans l'air de la pièce, à chaque mouvement de la tête, et menaçait d'entraîner tout le reste du corps dans une chute sans fond, à travers matelas, planchers, étages, canalisations, croûtes terrestres, etc. Il fallait donc garder continuellement l'équilibre et serrer les dents les unes contre les autres, plus fort, plus fort, plus fort. Beaumont ouvrit les yeux. Malgré la nuit, malgré la douleur, la chambre était toujours aussi nette, dessinée jusque dans le moindre détail. Mais à présent, il semblait que chaque objet, chaque meuble, chaque surface de plastique ou de bois avait un aspect neuf. Les angles étaient plus sûrs, les ombres et les blancs plus contrastés. C'était cela, oui. Tout était plus évident, tout avait un soin maniaque à présent, une volonté d'être soi jusqu'à la limite. Beaumont, allongé sur la joue, regardait tout et goûtait tout. Sur sa mâchoire gauche, il travaillait à maintenir en équilibre cet immeuble de béton armé, ce somptueux édifice de plan courant, comme si l'avenir d'une ville entière en avait dépendu. Maintenant, c'était son corps qui vivait dans cette maison. Il avait fait de sa mâchoire endolorie une coquille, un habitacle immense et harmonieux. Il allait y vivre le temps qu'il faudrait, 1 jour, 2 jours, 1 semaine, peut-être, en attendant le dentiste. Pourtant, à cause d'un excès de perfection, un étage de trop, une élégance coûteuse dans la structure des fondations, l'immeuble s'écroula. Il oscilla doucement d'abord, de gauche à droite, puis, tout à coup, dans un cri de rage et de douleur, il s'effondra sur le lit, écrasant les couvertures, coupant le monticule blanc de l'oreiller comme un coup de fouet. Beaumont bondit sur ses pieds, des larmes dans les yeux. Il alluma à nouveau, mais la lampe principale cette fois. Fébrilement, il ouvrit le tiroir de la table, trouva un tube de pyramidon, prit un cachet, le posa sur sa langue, déboucha la bouteille d'alcool, probablement de l'eau de vie de prune ou quelque chose comme ça, et avala une rasade, à même le goulot. Alors il s'assit sur le bord du lit et attendit. Il erra un moment dans l'appartement, vide, allumant au passage toutes les lumières. Une peur sinueuse s'était logée dans son cerveau, une peur qu'il croyait avoir oubliée depuis des dizaines d'années, une angoisse secrète qui le saisissait devant chaque rideau,
chaque tenture de laine, chaque repli d'ombre et de crasse. Il avait envie de se transformer soudain en balle de ping-pong et de rebondir follement d'un bout à l'autre du logis, en éclairs blanchoyants, impossible à saisir, impossible à tuer, léger, 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 bien léger. Il tournoyait de plus en plus vite d'une pièce à l'autre, poussé par sa douleur, les yeux fixes, sans la moindre pensée, sans la moindre conscience, mais avec cette peur infâme qui le faisait frissonner des pieds à la tête, au seul frôlement d'une mouche réveillée, au seul bruit d'un ver rongeur, écartant les couches mortes d'une moulure de bois. Mâchoire en avant, il progressa sur le sol en direction de sa chambre. Un courant d'air très mince passait dans sa bouche ouverte, descendait jusque dans ses poumons, puis ressortait, tiède, chargé d'odeurs et de gaz, et s'enfonçait au milieu de l'atmosphère, modifiant doucement des pourcentages et des températures. C'était cela, la vie. Rien du tout. Un phénomène uniforme et vague, si facile à réduire, et la douleur. Cette passion incohérente, faite de vibrations et de graphiques, la douleur coulait dans ce filet d'air, liait les poumons aux objets voisins. C'était une plante à double racine. L'une fichée dans les chairs humaines, l'autre tatouée dans la matière, comme une fleur sur la tapisserie d'un mur. Avec cet organe nouveau, imprévu, en train de grandir, dans et hors de lui, Beaumont recevait l'indication de sa propre mort. Sournoisement, on lui montrait la pierre et le plâtre, les papiers, les étoffes et les verres. On les lui faisait connaître. On le poussait vers eux, vers le calme inhumain, vers l'ordre mystérieux où le temps ne coule plus, où les mouvements sont imperceptibles. Dans le noir, la souffrance grandit encore, si c'était possible. Elle cessa d'être multiforme, architecturée. Elle devint un symbole bien droit et bien net, clair ou sombre, une espèce d'I triomphale, sur quoi il était empalé tout entier. La position était assurée à présent, et jusqu'à la fin, jusqu'au chirurgien dentiste, stomatologue, il devait la garder. Alors il prit la bouteille d'alcool et se mit à boire. Sa mâchoire ne le quittait pas, non, mais l'ivresse le faisait reculer. Vers 4h30, il était à environ 2 mètres de sa mâchoire, un peu comme si un grand clou avait été planté dans l'os et dans les gencives, et qu'il avait dû tirer de toutes ses forces pour élonger la blessure et prendre du champ. De l'autre côté de la fenêtre, les rumeurs étaient plus fréquentes. La cascade d'eau s'était tue depuis quelque temps, mais elle avait été remplacée par les glissades des pneus des voitures, par des pas humains, par des fracas de rideaux métalliques qu'on soulève. Encore 2 heures, 2h30, et il ferait jour. Vautré sur le lit, Beaumont finissait la dernière gorgée d'alcool. Il parlait tout seul de temps à autre, non pas avec des phrases, mais avec des petits mots qu'il grognait en buvant dans le genre « Oh, aïe, 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 oh, oh, mal, mal, oui, oui, oui ». Beaumont était assis maintenant sur un monticule de gravier, son corps semblait vieillir dans le genre des momies. Sa mâchoire blessée était un curieux os, un peu jaune et sale, où les nerfs étaient hérissés comme des herbes. Sa peau même, autrefois si vivante, cette peau où la sueur et les tiédeurs profondes avaient habité, n'était plus qu'une couverture de laine, une vieille couverture de cheval mangée par les mythes, usée, pleine de nœuds et de trames grossières. La laine des murs contre l'écru de l'air. Pris dans ses mandibules, dans ses mâchonnements, Beaumont était un ourlet de tenture, une boule de laine mêlée, quelque chose de mort et de consumable, recroquevillé dans le coton de son pyjama rayé, enserré dans les pans de toile cirée de son imperméable, comme dans un suaire. Et il vivait là, à plat, cousu sur ses décombres de machine à tisser, sentant les choses bouger autour de lui. Voilà. Bon, alors changement de registre, après ce très beau texte.
Donc le thème de cette conférence, Vivre sans la douleur, est évidemment beaucoup trop large pour qu'on puisse l'aborder comme ça en une fois. Le choix que j'ai fait, c'est peut-être, si on devait rajouter un sous-titre, les raisons d'un malentendu, c'est-à-dire comment la clinique de la douleur laisse à la fois les patients eux-mêmes perplexes et leur entourage et les soignants eux-mêmes dans des positions très délicates et parfois très problématiques d'un point de vue éthique. Donc c'est un petit peu ça que je voudrais essayer de montrer, c'est comment la méconnaissance sur la physiologie de la douleur amène des croyances à la fois du côté du soignant et du côté des patients qui sont la source d'un malentendu souvent tragique. Alors, pour ça, il faut d'abord essayer d'avoir une idée de ce que c'est que la conception traditionnelle de la douleur, c'est-à-dire comment chacun de nous se représente ce que c'est que d'avoir mal. Et cette conception traditionnelle s'appuie sur l'idée très simple que la douleur est un système d'alarme. Et on pourrait prendre cette métaphore assez évidente, à savoir que le corps est l'équivalent d'une maison, et que dès lors qu'il y a atteinte de l'intégrité corporelle, c'est-à-dire effraction par des cambrioleurs, qui seraient les équivalents d'une lésion corporelle, l'alarme sonne. Donc c'est comme ça que nous représentons tous la douleur, et en particulier la douleur aiguë, puisque notre représentation intuitive de la douleur porte exclusivement sur ce que c'est que la douleur aiguë. Et si on réfléchit 2 secondes à ce moment du texte de l'Ecclésio qui vient de nous être lu, c'est-à-dire qu'il reste 2 heures avant le dentiste, enfin la douleur va durer jusqu'à chez le dentiste. Le problème, c'est que des millions de gens souffrent sans qu'il y ait de fin à leur douleur. Et la douleur n'est pas un chapitre de leur histoire sensorielle, mais malheureusement une histoire sans fin. Et la dimension tragique de l'expérience douloureuse réside encore plus dans cette absence de fin qui est malheureusement la caractéristique de la douleur chronique. Donc, nous représentons la douleur comme un système d'alarme qui sonne de façon adéquate lorsque notre corps est menacé. Alors, cette conception a du vrai. Et peut-être que la situation clinique qui montre de façon la plus évidente la réalité de cette vision, ce sont les conséquences cliniques de l'insensibilité à la douleur, telles qu'on peut les voir chez des patients qui naissent sans sensibilité douloureuse, des insensibles congénitaux à la douleur. Historiquement, ça a été décrit pour la première fois chez un immigré tchèque à New York qui gagnait sa vie en faisant des spectacles où il se faisait planter des aiguilles sur tout le corps, il ne ressentait aucune douleur. Mais d'une façon moins folklorique, les conséquences essentielles qu'on voit chez ces patients-là, et également chez des patients qui ont une atteinte de la sensibilité douloureuse liée à des neuropathies dans le cadre du diabète ou de la lèpre, ce sont des lésions corporelles très sévères qui sont dues au fait que les patients ne ressentent pas de sensibilité douloureuse et qu'ils traumatisent à répétition des zones corporelles sans disposer de ce signal d'alerte qu'est la douleur. Mais cette conception intuitive ne rend pas compte de l'ensemble de la réalité clinique, et donc cette vision de la douleur comme système d'alarme est également fausse. Elle est fausse d'abord parce qu'en clinique, on est confronté à énormément de situations où il existe des douleurs sans dommages corporels, sans lésions tissulaires identifiables, et qui donc contredisent cette notion du système d'alarme. La douleur chronique peut être conçue dans un certain nombre de cas comme une alarme qui ne cesse jamais de sonner, soit parce que les cambrioleurs sont en permanence en train d'agir. Par exemple, c'est le cas de l'arthrose, où il y a une inflammation articulaire en permanence qui active les terminaisons nerveuses, soit pour une raison plus difficile à concevoir, qui est que c'est le système d'alarme lui-même qui est déréglé, c'est-à-dire que l'alarme sonne alors qu'il n'y a pas de cambrioleur. Peut-être qu'il y en a eu un jour, il y a très longtemps, mais ils ont disparu depuis très longtemps. Et l'alarme, elle, ne cesse de sonner, comme ces voitures dans la rue qui se mettent à sonner pour rien, et d'ailleurs qui suscitent une envie très forte chez tous ceux qui sont à côté, que ça cesse au plus vite. Pourtant, ça émane pas de leur propre corps, mais on a envie que ça s'arrête très vite. Donc le douloureux chronique, il doit avoir avec cette sirène qui hurle en lui et qu'il ne peut pas ni atténuer ni faire cesser. La deuxième chose qui témoigne de l'insuffisance du concept de la douleur comme système d'alarme, c'est le fait qu'il existe également des situations où il existe un dommage corporel, mais sans douleur associée, et en particulier sans douleur immédiate, ce qui ne va pas très bien avec l'idée que la douleur est là pour nous signaler le dommage corporel.
Autrement dit, c'est peut-être le point central qui est la source du malentendu entre ceux qui ont mal et ceux qui sont les témoins de leur douleur. La douleur n'est pas une simple transcription de la réalité physique, mais l'idée que notre cerveau se fait d'une éventuelle atteinte de notre intégrité corporelle. Et il peut y avoir un écart considérable entre la réalité physique et ce que l'on perçoit. Alors historiquement, une des situations qui a le mieux montré cet écart entre lésions tissulaires et sensations douloureuses, c'est une étude clinique faite dans un contexte très particulier par Henry Beecher, qui était à ce moment-là lieutenant-colonel dans l'armée américaine, médecin dans l'armée américaine. Et Beecher est confronté sur le front méditerranéen, où l'armée américaine a débarqué, en Italie, à un problème qui est le suivant. Dans l'armée américaine, il existait un dogme qui était que tout soldat sévèrement blessé devait recevoir immédiatement une injection sous-cutanée de morphine pour le soulager. En ce sens, les anglo-saxons ont toujours été en avance sur les latins pour ce qui est de la prise en charge de la douleur aiguë. Le problème, c'est que dans certaines conditions, en particulier en cas de choc hémorragique, une injection de morphine n'est pas sans risque. Et du coup, Beecher, confronté à cette situation de soldats très sévèrement blessés dans ces batailles terribles qui ont eu lieu autour des Abruzzes, après le débarquement américain en Italie, Beecher décide de mener une étude clinique pour savoir si les soldats blessés ont véritablement besoin de morphine. Donc il interroge ce dogme qui est qu'une blessure très sévère va forcément entraîner une douleur très sévère et nécessiter obligatoirement une injection de morphine. Et donc ce qu'il fait, c'est que dans l'hôpital de campagne qu'il est, où il exerce, il va interroger systématiquement tous les soldats qui arrivent dans les heures suivant leur blessure pour savoir quel est leur degré de douleur. Donc c'est assez incroyable de pouvoir faire une étude comme ça dans un tel contexte. Et le résultat va être assez fascinant. Donc si on regarde la liste des blessures répertoriées, elles sont considérables. Ce sont des blessures terribles, des vrais fracas thoraciques, abdominaux, des lacérations cutanées considérables, des fractures osseuses. Donc c'est des patients, des soldats très sévèrement blessés. Et pourtant, ce que Beecher trouve qui est complètement contre-intuitif, c'est quand il interroge ces soldats, on remarque que 3/4 des soldats n'ont soit pas de douleur, soit une douleur légère, soit une douleur modérée, et que moins d'1/4 d'entre eux disent avoir une douleur intense. Donc il y a une dissociation spectaculaire entre l'intensité des dégâts corporels causés et l'intensité de la plainte douloureuse, dans ce contexte très particulier, bien sûr, qui est le champ de bataille. Deuxième question posée par Beecher, il demande à ces soldats s'ils souhaitent un traitement antalgique pour soulager leur douleur. Et là encore, 3/4 d'entre eux disent qu'ils n'ont pas besoin de traitement, ce qui est un autre témoin de la faible intensité de leur douleur. Alors de retour à Boston après la guerre, Beecher va diriger le service département d'anesthésie à Harvard et il va refaire la même étude chez des patients opérés, c'est-à-dire qu'il va voir dans quelle mesure des dégâts tissulaires à peu près équivalents à ceux constatés sur le champ de bataille, c'est-à-dire la chirurgie thoracique lourde, provoquent, quelle douleur ça provoque en post-opératoire. Et il va s'apercevoir que contrairement à ce qu'il a observé sur le champ de bataille, 80% des patients opérés décrivent des douleurs sévères et réclament un traitement antalgique pour les soulager. Donc, deux types de lésions tout à fait similaires, mais dans deux contextes tout à fait différents. L'un, c'est le champ de bataille, l'autre, c'est la situation post-opératoire. Quelle conclusion Beecher tire de son expérience? Il émet cette hypothèse fondamentale qui est que l'intensité de la douleur est influencée pas seulement par le degré de lésion, mais de façon parfois cruciale par la signification de la blessure. Être blessé sur le champ de bataille dans les conditions de combat extrêmement dures qui avaient lieu à l'époque, c'est un bénéfice immédiat, c'est la garantie pour le soldat qu'il va être retiré de cet enfer du champ de bataille et qu'il est en quelque sorte sauvé. Autrement dit, la blessure a ici une valeur positive de survie qui pourrait expliquer la faible intensité douloureuse, alors qu'évidemment, il n'y a aucune valeur positive associée au fait d'avoir été opéré du thorax. Et donc, on voit bien pourquoi on pourrait avoir un écart très important entre la douleur ressentie chez ces soldats et chez les patients opérés dans le département d'anesthésie. Alors,
Cette influence de la signification de la blessure sur l'intensité de la douleur, c'est une hypothèse qu'on pouvait déjà émettre à la suite des travaux de Pavlov dans les années 20, avec ses fameuses expériences de conditionnement chez le chien. Pavlov a en effet montré que si on associe systématiquement une stimulation électrique d'une patte à une récompense alimentaire chez le chien, eh bien, au bout d'un certain nombre de stimulations, lorsque le chien reçoit une stimulation électrique au niveau de sa patte, au lieu de montrer un comportement aversif, comme s'il avait mal, eh bien, il va se mettre à saliver et à attendre la récompense. Donc, on a changé totalement la signification de la stimulation électrique, qui de douloureuse est devenue un signal de récompense. Et si au cours de ce paradigme expérimental, on se met à stimuler une autre patte, dont la stimulation n'a pas été systématiquement associée à la récompense alimentaire, le chien retrouve son comportement aversif qu'il avait avant le conditionnement. Donc on montre bien là, Pavlov montre très bien, qu'on peut changer la signification d'un stimulus aversif en un stimulus de récompense, et donc modifier totalement le ressenti et le comportement de l'animal dans ce contexte. Alors chez l'homme, une des expériences les plus intéressantes dans ce domaine a été effectuée par un psychologue néerlandais, Arno Arnst. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est basé pour son expérience sur des souvenirs d'enfance. Il a gardé le souvenir d'un livre de farce et attrape qu'il aimait beaucoup. Et dans ce livre de farce et attrape, il y avait une blague qu'on pouvait faire à ses camarades de classe qui consistait à appliquer un glaçon sur le cou du camarade qui était juste devant vous. Et comme une stimulation très froide stimule à la fois des récepteurs au froid et des fibres de la douleur qui peuvent donner lieu à une sensation de brûlure, le glaçon peut donner lieu à une sensation ambiguë, soit de brûlure, soit de froid glacé. Et c'est en exploitant cette ambiguïté d'une stimulation froide intense que, des années plus tard, Arndt conçoit une expérience qui est la suivante. Il utilise comme stimulus une tige métallique glacée à moins 25 degrés qu'il va appliquer sur le cou de volontaires sains. Et comme cette stimulation peut tantôt être perçue comme froide, tantôt être perçue comme chaude, ce qu'il va faire, c'est qu'il va annoncer au sujet soit que la stimulation appliquée va être froide, soit qu'elle va être chaude. Alors, ce qui va se passer, c'est que quand l'expérimentateur annonce au sujet qu'il va recevoir une stimulation froide, l'immense majorité des sujets décrivent une sensation de froid. Donc il y a une sensation qui s'adapte à ce que le sujet anticipe. Et quand ensuite on demande au sujet si ça a été douloureux, vous voyez que la très grande majorité d'entre eux décrivent une absence de douleur et que très peu ont mal lors de cette stimulation froide. Donc autrement dit, lorsque le stimulus est annoncé comme froid, la très grande majorité des sujets les perçoivent comme tels et n'ont pas mal. Quand le stimulus est annoncé comme chaud, le tableau s'inverse. L'immense majorité des sujets ressentent une sensation de chaud, et vous voyez que l'immense majorité d'entre eux disent que ça fait mal, que ça brûle. Le stimulus n'a absolument pas bougé d'un iota, c'est toujours la même tige métallique glacée à moins 25 degrés, et vous voyez que selon ce qu'on annonce, la sensation va être différente, et la sensation douloureuse va être présente dans un cas, absente dans l'autre. Quel est le critère qui permet de définir si ça va faire mal ou pas ? Eh bien, une question très simple posée par l'expérimentateur au sujet le montre, c'est la peur de la lésion. Dès lors qu'on annonce que c'est froid, les sujets n'ont pas peur d'être blessés. Dès lors qu'on annonce que c'est chaud, ils ont peur que leur peau brûle, et donc du coup, ils ont mal. Donc vous voyez très bien comment la représentation associée au stimulus détermine ici la sensation à intensité de stimulation strictement égale. Une très belle démonstration expérimentale du rôle de la représentation, de l'anticipation sur la sensation. Alors, ce rôle de l'anticipation sur la sensation, on le voit aussi en clinique d'une façon très simple. Et c'est Ronald Melzack et Patrick Wall qui, aux urgences de Montréal, dans les années 80, ont fait une étude toute simple qui consistait à interroger tous les patients arrivant aux urgences pour un traumatisme, une blessure, généralement des blessures assez sévères, et de leur demander à quel moment ils ont commencé à avoir mal. Et Melzack et Wall se sont aperçus que 40% des sujets qu'ils consultaient pour ce motif n'avaient pas eu mal sur le coup. Ça ne va pas du tout avec le système d'alarme qui sonne au moment où il y a une effraction. 40% n'ont eu mal que dans les minutes, les heures parfois 9 heures après le traumatisme. Donc il y a un décalage important entre la survenue de la lésion et la survenue de la douleur. Alors c'est une donnée qui n'étonnera pas les chasseurs de cerfs qui savent très bien que
lorsqu'il tire sur un cerf, à moins de l'avoir tué sur le coup, il n'y a strictement aucun moyen de reconnaître le cerf blessé des autres cerfs. Tous courent à la même vitesse, avec les mêmes mouvements, et c'est seulement secondairement que le cerf blessé va s'isoler des autres, quelques heures plus tard, s'isoler des autres et avoir un comportement douloureux, d'immobilité typique. Autrement dit, aucun comportement douloureux au moment où la blessure survient. Alors comment comprendre ça ? Eh bien, on comprend que dans une situation comme celle de la chasse ou d'un combat singulier, la priorité pour l'organisme n'est absolument pas de ressentir la douleur, c'est-à-dire de savoir où il a été touché et à quel degré. La priorité pour l'organisme, c'est la fuite. Autrement dit, dans un contexte où la priorité pour la survie, c'est la fuite, la douleur n'a pas de sens, et donc elle s'efface. Et c'est seulement secondairement que le comportement d'autoprotection va avoir une signification, et que du coup, la sensation douloureuse va avoir la possibilité d'émerger. Beecher avait fait une remarque à peu près similaire chez ses soldats blessés, en remarquant que lorsqu'il y avait une hémorragie importante, les soldats blessés n'avaient pas mal du tout, jamais mal, et en revanche, ils avaient une soif intense, parce qu'ils avaient une hémorragie qui nécessitait un remplissage, ils étaient en déshydratation du fait de la perte sanguine, et du coup, la priorité pour l'organisme, c'était de se remplir, et donc la sensation qui prédominait, c'était la soif, la douleur n'avait aucune place là-dedans, et donc on voit bien comment, selon ce qui est fondamental pour la survie, à ce moment-là, s'organisent les priorités différentes, que ce soit pour la soif, ou que ce soit pour la douleur, ou que ce soit pour la fuite. Donc la douleur ne correspond pas à un signal reçu passivement en réponse à une lésion corporelle, elle est plutôt une incitation à un comportement d'autoprotection qui est élaboré par le cerveau en fonction du contexte et des priorités physiologiques du moment. Vous voyez comment ça relativise, comment se crée un écart entre les lésions tissulaires d'un côté et le vécu douloureux de l'autre. Alors la question qui se pose évidemment, c'est comment opère ce processus de construction de la douleur corporelle, c'est-à-dire de quels instruments le système nerveux dispose pour anticiper, filtrer et transformer les messages en tenant compte de la situation de l'organisme dans son ensemble. Qu'est-ce qui fait que dans certaines situations, on a pas mal alors qu'on est blessé ? Qu'est-ce qui fait que dans certaines situations, on a très mal alors qu'il n'y a pas de lésion tissulaire ? Eh bien la clé de cela, c'est le fait que la douleur, contrairement à la conception intuitive qu'on peut se faire, n'est pas un message transmis de façon unidirectionnelle de la périphérie vers le cerveau, mais un message qui est réorganisé à chaque étage de son traitement dans le système nerveux par des boucles de rétroaction, soit amplificatrices, soit inhibitrices, qu'on appelle les contrôles descendants modulateurs, et qui, à chaque étage, vont venir filtrer ou amplifier les messages douloureux en fonction de la signification qu'ils prennent dans un contexte particulier. Alors ça, c'est quelque chose qui est un élément fondamental pour comprendre qu'il n'y a pas de parallélisme strict entre ça et ça, parce qu'entre-temps, il y a tout ça qui vient moduler, filtrer, amplifier, inhiber les messages selon la signification qu'ils vont avoir pour l'organisme. D'accord ? Alors, dans les années 60, on a découvert ces contrôles descendants modulateurs et ça a généré un espoir considérable parce qu'on s'est dit que s'il existait des contrôles descendants modulateurs, une des options thérapeutiques pour soulager les patients douloureux, c'était simplement de les renforcer. Et il y a pas mal de recherches qui ont été faites dans ce domaine et qui consistent à essayer de stimuler ces contrôles descendants modulateurs, y compris par des stimulations électriques appliquées soit au niveau de la moelle épinière, soit au niveau du cerveau, pour essayer de renforcer cette modulation et atténuer les douleurs par ailleurs rebelles aux médicaments. Alors une autre mise en œuvre de ces contrôles modulateurs qui est particulièrement intéressante et parfois tout à fait spectaculaire, c'est l'effet placebo. C'est-à-dire que lorsque vous anticipez un soulagement par un médicament, vous mettez en œuvre des contrôles modulateurs qui vont diminuer les messages douloureux et qui peuvent du coup donner lieu à un soulagement alors même que la molécule que vous avez ingérée n'a aucun effet sur la douleur. Et ce qu'on a montré dans les années 80, et ensuite par des techniques d'imagerie cérébrale, c'est que ces contrôles modulateurs mis en jeu par l'anticipation d'un soulagement utilisent
des substances qui sont similaires à la morphine, qui sont des opioïdes présents dans le cerveau et qui sont relargués au moment où le sujet anticipe un soulagement. Donc il y a une similitude entre le soulagement apporté par un traitement morphinique et le soulagement apporté par l'anticipation du soulagement, tel que l'effet placebo le réalise. Donc, pour conclure sur cette première partie, la douleur, c'est un processus de construction et d'interprétation. Ce n'est pas la traduction du dommage corporel, mais l'idée que le cerveau se fait de la menace de l'intégrité corporelle en fonction du contexte psychophysiologique et des priorités pour l'organisme. Alors la deuxième partie que je voudrais aborder brièvement, c'est quelles conséquences pratiques peut-on tirer de ça pour la prise en charge des patients douloureux chroniques, et en particulier, qu'est-ce qui crée le malentendu tragique entre patients et médecins, ou entre patients et leur entourage, dans le contexte de la douleur chronique. Alors pour ça, il faut envisager finalement deux types de croyances, celle des patients eux-mêmes et celle des soignants ou de l'entourage du patient douloureux. Les croyances et les attentes du patient douloureux, les fausses croyances du patient douloureux, se rapportent toutes au modèle intuitif, à la conception intuitive de la douleur, comme strictement corrélée au dommage corporel. Première croyance, qui dit douleur dit lésion corporelle, et qui dit douleur dit corrélation entre l'intensité de la douleur et la gravité de la lésion. C'est la représentation intuitive que chacun se fait. Plus on a mal, plus on pense que c'est grave. Et surtout, quand on a mal, on pense qu'il y a une lésion corporelle. Du coup, deuxième croyance, très ancrée en chacun de nous, guérir la douleur, ça veut dire guérir la lésion. Et une fois que la lésion sera guérie, la douleur disparaîtra. La caricature de ça, c'est ce qu'on peut voir dans les westerns, où la physiologie de la douleur est représentée d'une façon très primitive, mais ce n'est pas un hasard si personne ne sursaute devant ces scènes-là, devant leur absurdité d'un point de vue clinique. Dans les westerns, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez quelqu'un qui est blessé par une flèche ou par une balle, ça provoque une douleur aiguë, on a une vraie mimique de douleur à ce moment-là. Et ensuite, on va procéder à l'extraction de la flèche ou de la balle. Donc là, cette extraction, qui va se faire en général avec une petite anesthésie par du whisky, va être particulièrement douloureuse. C'est l'acmé de la douleur. Là, c'est tout le courage du héros qui va être mis en valeur. Et après, basta così, c'est fini. On a enlevé non seulement la blessure, mais même l'agent de la blessure, la flèche ou la balle, et puis c'est terminé, il n'y a plus de douleur. Voilà comment on se représente la douleur dans les westerns. Voilà comment chacun de nous se représente la douleur intuitivement, y compris quand on a un savoir très poussé sur la physiologie de la douleur, parce que intuitivement, on est appelé à se représenter les choses de cette façon. Du coup, on a foi dans la possibilité de guérir par la guérison de la lésion, par l'extraction magique de la balle, telle qu'elle est représentée dans les westerns. Et évidemment, là, on bute sur une réalité clinique qui est totalement différente de cette croyance. Alors, le corrélat de cette deuxième croyance, évidemment, c'est que la douleur est forcément un phénomène limité dans le temps, puisqu'il suffira de guérir la lésion ou d'extraire l'agent de la lésion pour que la douleur disparaisse. La chronicisation de la douleur ne fait pas partie du champ représentationnel du patient douloureux. C'est inconcevable, à partir des données intuitives, qu'une douleur dure, et encore moins qu'elle dure éternellement. Et pourtant, malheureusement, c'est le sort de millions de gens. Troisième corrélat, troisième croyance, c'est que la guérison de la douleur implique donc la visualisation de la lésion causale. Et vous imaginez le vide représentationnel sur lequel butent les patients lorsque cette lésion ne peut pas être visualisée. À ce moment-là, ils sont dans une espèce de no man's land dramatique qui vient contredire une représentation intuitive de leur propre expérience. Quatrième corrélat, toute contradiction avec ce scénario intuitif est vécue comme un non-sens. Et ça menace le sens de la réalité de faire une expérience qui est aussi éloignée de la représentation intuitive qu'on s'en fait. De là provient cette hantise de tous les patients douloureux, et tout particulièrement des douloureux chroniques, qui est la hantise de ne pas être cru, puisque justement, il y a déjà une trahison vis-à-vis de la croyance que le patient a lui-même de sa propre expérience,
évidemment, ça hantise, c'est que personne ne le croit autour de lui, et il a bien raison, puisque c'est un phénomène extrêmement fréquent que le déni de la douleur d'autrui, qui est une des situations les plus dramatiques qu'on puisse voir en médecine et de façon courante, à savoir la non prise en compte de la douleur des patients, avec un certain nombre de biais de jugement intéressants à étudier, dont je vais vous parler tout de suite. Mais je pense qu'une des expériences les plus fréquentes des patients douloureux, chroniques en particulier, c'est le fait de ne pas être cru. Et je pense que du coup, dans la formation des étudiants en médecine, cette phrase de Cesare Pavese devrait être systématiquement enseignée, et pour qu'ils puissent la garder en tête dans leur pratique. La plus atroce offense que l'on puisse faire à un homme, c'est de nier qu'il souffre. Malheureusement, c'est ce qui se passe couramment pour les patients douloureux chroniques. Alors, du coup, croyance magique, c'est qu'il existe forcément un traitement permettant la disparition totale de la douleur. Et le fait que lorsque l'échec thérapeutique survient, ce qui est malheureusement très fréquent, ça veut dire qu'il y a faute. Alors, faute du soignant, ça c'est la projection de la faute vers un individu extérieur, ou parfois faute du patient qui culpabilise, qui se sent coupable de ne pas guérir. Enfin, ces craintes se compliquent d'une peur liée au traitement, une peur de la dépendance vis-à-vis du traitement, une peur de la toxicité au long cours des médicaments, et tout particulièrement avec les médicaments morphiniques, qui génèrent une sorte de hantise de la toxicomanie chez les patients douloureux. Donc vous voyez le nombre de fausses croyances dont les patients douloureux sont porteurs, et vous voyez le travail que ça représente d'essayer d'élucider à chaque fois ces fausses croyances, pour essayer de combler le fossé entre ce que le patient croit et la réalité de ce qui lui arrive. Alors le patient n'est pas le seul à croire des choses fausses. Le soignant, ça a été montré amplement, est également soumis à des stéréotypes et à des biais de jugement très importants. Et on pourrait dire que peut-être la position fondamentale du témoin de quelqu'un qui souffre, c'est pas de le croire, mais c'est d'abord de douter, avant tout de douter de la réalité de la plainte douloureuse, surtout lorsque cette plainte est purement verbale. Quand vous assistez à quelqu'un à la blessure de quelqu'un, un accident, et que vous avez un traumatisme physique, il est plus facile de se représenter la douleur de l'autre. En revanche, dans la situation clinique qui est tellement fréquente d'une plainte douloureuse émise verbalement, c'est-à-dire complètement abstraite, sans substrat corporel, sans blessure évidente, sans grimace, juste avec des mots, juste avec le langage. À ce moment-là, vous avez affaire à quelque chose qui est tellement abstrait que la première chose par laquelle l'observateur passe, le premier état par lequel il passe, c'est le doute. Est-ce qu'il a vraiment mal? Est-ce qu'il a vraiment aussi mal qu'il le prétend, etc. Chose très bien résumée par Helen Scarry dans l'introduction, très belle introduction de son livre The Body in Pain. Avoir une douleur intense, c'est être dans la certitude. Il n'y a pas plus certain quand on a mal que de savoir qu'on a vraiment mal. En revanche, entendre quelqu'un dire qu'il a mal, c'est être dans le doute. Je crois que c'est effectivement très important de voir que c'est comme si on était sur deux planètes différentes. Celui qui a mal et celui qui l'observe sont vraiment sur deux planètes différentes, et c'est un vrai enjeu que d'essayer de les réunir. Alors, une des difficultés, c'est la tendance générale à la sous-estimation de la douleur par les soignants, qui a été très bien montrée depuis 30 ans par un certain nombre d'études, quel que soit le soignant. Alors, les médecins sont quand même en général les pires. Quel que soit le contexte, que ce soit aux urgences, chez le médecin généraliste, chez le médecin spécialiste. Alors là, les cancérologues sont souvent les pires, puisque avec eux, parfois, la question de la douleur n'est même pas abordée. Et on a pu montrer qu'il y avait des phénomènes de sous-estimation de la douleur des patients cancéreux par leurs soignants qui sont spectaculaires. Quel que soit le type de douleur, que ce soit la douleur aiguë ou douleur chronique, mais plus encore la douleur chronique parce qu'elle s'écarte plus du modèle de représentation intuitive que nous faisons de la douleur, et puis dans des contextes aussi variés que la douleur post-opératoire, l'accouchement, les fractures, les grands brûlés et le cancer. Quel que soit l'âge, et on peut dire que les enfants, les tout petits, tout particulièrement, ont payé un extrêmement lourd tribut au déni de la douleur d'autrui, puisque quand on regarde dans l'histoire de la médecine, la reconnaissance de la douleur du nouveau-né, qui est pourtant une sorte d'évidence clinique, si vous regardez le visage d'un nouveau-né, il a une expression faciale de la douleur qui est en place dès le 7e mois de gestation, qui est prototypique
de la sensation douloureuse, qui va se conserver tout au cours de la vie, et ben on a réussi quand même jusqu'à la fin des années 1980, je dis bien 1900, pas 1880, à dire que les comportements douloureux du nouveau-né étaient automatiques, qu'ils n'étaient pas corrélés à la moindre sensation, que le système nerveux du nouveau-né était trop immature pour que le nouveau-né sente la douleur. Tout ça sans le moindre argument scientifique, jusqu'à ce qu'on vienne démontrer, dosage biochimique à l'appui et études d'imagerie cérébrale à l'appui, que le nouveau-né, non seulement il sent la douleur, mais si on devait comparer la douleur du nouveau-né avec la douleur de l'adulte, ce qui manque au nouveau-né, ce ne sont pas les voies de transmission de la douleur, ce sont les systèmes de modulation. Autrement dit, le nouveau-né est susceptible d'être beaucoup plus envahi par une stimulation douloureuse que l'adulte ne l'est. Donc c'est pire. C'est pire pour les nouveau-nés. On a quand même réussi le tour de passe-passe de faire croire à tout le monde, à toute la communauté médicale, et puis également à toute la communauté tout court, que le nouveau-né ne souffrait pas. Et quand on regarde ça au regard de l'histoire de la médecine, on est juste stupéfait qu'une telle barbarie ait pu exister si tard, puisque évidemment la conséquence de ça, c'est qu'on opérait les nouveau-nés sans anesthésie. On les curarisait, c'est-à-dire on les immobilisait, on les paralysait pour pas qu'ils crient, pas qu'ils bougent, et c'était de la pure vivisection. On considérait que de toute façon ils avaient pas mal, et donc toutes ces pratiques ont disparu progressivement, non sans résistance d'ailleurs, parce que évidemment lorsqu'on doit considérer tout d'un coup que le nouveau-né souffre, toutes les pratiques antérieures génère une culpabilité monstrueuse chez ceux qui les ont adoptés. Et évidemment, une des façons de se défendre contre cette culpabilité, c'est de dire que non, c'est faux, que c'est pas vrai, et de maintenir des pratiques qui finalement sont barbares. Donc c'est arrivé très très tard, cette prise en compte de la douleur du nouveau-né, et c'est paradigmatique finalement, ce retard est paradigmatique de la capacité de déni face à la douleur d'autrui. Alors, plusieurs études ont permis d'identifier des biais de jugement très forts, c'est-à-dire des facteurs qui font que l'observateur se trompe. Je les passe en revue très vite. L'ethnie et les caractéristiques culturelles de celui qui souffre, plus celui qui souffre est différent de moi, plus je vais avoir tendance à sous-estimer sa douleur. Ça a été montré, par exemple, aux États-Unis, dans les services d'urgence, où les médecins blancs sous-estiment systématiquement la douleur des patients hispaniques ou des patients noirs par rapport aux patients blancs. Deuxième grand biais de jugement, c'est l'intensité de la douleur rapportée, et on peut énoncer ce biais de la façon suivante. Plus quelqu'un dit qu'il a mal, moins on le croit. Les douleurs les plus intenses sont celles qui sont les moins crues. Troisième élément facile à comprendre, compte tenu de ce dogme du lien entre douleur et lésion, si on ne trouve pas de lésion, alors on se met à douter de la réalité de la douleur. Quatrièmement, l'expérience préalable de l'observateur, avec malheureusement comme constat que plus le soignant est expérimenté, plus il a tendance à sous-estimer la douleur du patient. Et enfin, le sentiment d'impuissance de l'observateur, vous allez avoir d'autant plus tendance à sous-estimer ou à nier une douleur que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir y faire quoi que ce soit. C'est le cas des soignants, c'est le cas également de l'entourage des patients douloureux. Et on voit des situations comme ça absolument dramatiques de couples dans lesquels le sentiment d'impuissance du conjoint qui se sent absolument incapable de venir en aide à celui qu'il aime, le plonge dans une culpabilité et dans un silence absolument terrible. Donc, croyances et stéréotypes du soignant, c'est le fait que l'attente d'un soulagement complet traduit une demande excessive du patient, que vouloir être entièrement soulagé de sa douleur, c'est ne pas être raisonnable. Et c'est également le fait que le patient dont on n'arrive pas à soulager la douleur n'a plus besoin de nous, puisqu'on ne peut plus rien faire pour lui. En réalité, ces deux croyances sont fausses. La demande de soulagement total est une demande naturelle. L'état naturel, c'est de n'avoir aucune douleur, c'est d'avoir un corps silencieux. Et donc, il est naturel que les patients attendent un soulagement complet de leur douleur, même si ce n'est pas réaliste. C'est normal de savoir que c'est de là qu'ils partent. Enfin, la situation dramatique des patients qu'on n'arrive pas à soulager, c'est que malheureusement, plus personne ne veut d'eux, plus personne ne veut s'occuper d'eux. Et donc, c'est les patients qui ont le plus besoin qu'on maintienne un lien avec eux, alors même que ce lien est un lien marqué par l'impuissance. Donc la question qui se pose pour essayer de combler ce fossé, ce malentendu, c'est d'essayer de trouver un dialogue finalement qui permette d'aller au-delà de ces stéréotypes et de ces croyances, à la fois du côté de celui qui souffre et de celui qui est censé l'aider. Et le recours à des métaphores est probablement essentiel pour essayer de faire comprendre aux patients les mécanismes qui sont en jeu et du coup qui puisse se représenter sa propre expérience.
Première métaphore, c'est celle qui distingue la douleur aiguë de la douleur chronique, et tout particulièrement de la douleur liée à une lésion, de la douleur liée à un dysfonctionnement du système d'alarme. Ce qui permet évidemment, si la douleur chronique peut être représentée comme une alarme qui ne cesse jamais de sonner parce qu'elle est déréglée, à la distinction fondamentale entre la douleur et la maladie, et qui montre que la douleur peut évoluer de façon indépendante de la maladie, et ce n'est pas parce qu'on a plus mal qu'on est plus malade. Je prends un exemple très typique qui est la sclérose en plaques, qui peut être une maladie très douloureuse. Près d'un patient sur deux a des douleurs qui peuvent être très importantes. Eh bien, il n'y a aucune corrélation entre l'intensité de la douleur et l'évolutivité de la maladie, le nombre de poussées, le handicap, etc. Si vous regardez ce que les patients qui ont une sclérose en plaques vivent lorsqu'ils ont mal, systématiquement, la majoration de leur douleur est vécue comme la traduction de l'aggravation de leur maladie et fait surgir le spectre du handicap, du fauteuil roulant, etc. Alors qu'il n'y a aucun rapport entre les deux. Il y a des formes très bénignes de sclérose en plaques qui vont donner lieu à très peu de handicap, mais qui sont très douloureuses parce qu'il y a eu une petite lésion qui est allée à un endroit stratégique, des voies de la douleur. Donc, à partir du moment où vous indiquez ça au patient, évidemment, il ne vit pas la même chose. Quand il a mal, il n'a plus cette chaise roulante, ce spectre de l'aggravation et du handicap qui accompagne systématiquement sa douleur. Et donc, à intensité douloureuse égale, l'angoisse qu'il est amené à vivre n'est pas du tout la même. Deuxième métaphore, c'est celle du télégraphiste fou. Notre système nerveux, nos terminaisons nerveuses sont dotées de canaux ioniques qui régissent l'excitabilité des fibres nerveuses. Eh bien, on peut très bien expliquer à un patient que s'il a mal, dans le cadre de douleurs neuropathiques, douleurs qui sont liées à une atteinte du système nerveux, ce n'est pas du tout parce qu'il y a une lésion qui vient abîmer son corps, mais parce que le télégraphiste qui renseigne le cerveau sur l'état des tissus raconte n'importe quoi, envoie de faux signaux, et que le cerveau n'est pas capable de faire la distinction entre un télégraphiste qui dit la vérité et un télégraphiste qui dit n'importe quoi. La troisième métaphore utile, parmi d'autres bien sûr, c'est celle du filtre, ce système de modulation qui est fondamental de bien faire comprendre aux patients. Ça rend compte de plein de choses, ça rend compte du fait qu'on peut ne pas avoir mal dans le sommeil, où le système de filtre est fermé, ça rend compte du fait qu'on peut ne pas avoir mal lorsque on est diverti par quelque chose. Parfois, il peut y avoir cette modulation attentionnelle de la douleur qui est une vraie bénédiction parce qu'elle permet au patient de se porter vers le monde extérieur et que sa douleur ne l'en empêche pas. Et puis, ça rend compte aussi du fait que la douleur peut se majorer dans des contextes d'anxiété, où là, au contraire, les filtres vont être ouverts. Donc, vous avez toute une gamme de vécus douloureux qui sont bien expliqués par cette métaphore du filtre ouvert ou fermé. Une quatrième métaphore qui me paraît intéressante, c'est celle de la comparaison entre la douleur et la soif. Souvent, on a tendance à associer la douleur aux autres modalités sensorielles, comme la vue, l'ouïe, etc. En fait, je pense qu'elle est beaucoup plus proche de la faim ou de la soif à cause de sa dimension motivationnelle. Avoir mal, c'est être poussé vers l'extinction de la sensation douloureuse, comme quand on a soif, on est poussé vers la consommation d'eau pour faire cesser cette sensation désagréable et aversive et revenir à l'équilibre homéostasique. Et c'est pour ça que la demande d'un soulagement complet de quelqu'un qui a mal ne doit pas être reçue a priori comme déraisonnable. Elle est au contraire parfaitement logique. Si vous pensez que quand vous avez très soif, vous n'attendez pas qu'on vous donne une quantité d'eau qui va soulager votre soif de 30%, de 40%, de 60%. Vous attendez juste une seule chose, c'est d'étancher totalement votre soif. Et ça n'a pas d'autre sens que le retour à l'équilibre, ce qui vient vous motiver lorsque vous avez soif. Mais quand on a mal, c'est exactement la même chose. Ce qu'on attend d'un traitement, même si ça va être contredit malheureusement très souvent par la réalité, mais ce qu'on attend, la position de départ légitime de celui qui souffre, c'est que sa souffrance disparaisse totalement, qu'on arrive à faire disparaître cette douleur. En conclusion, finalement, ce que ça montre, tout ça, c'est l'importance des connaissances de physiologie de base. Vous voyez, quelques principes, mais qui sont contre-intuitifs, pour pouvoir se représenter les mécanismes de la douleur, pour pouvoir mieux accueillir la plainte douloureuse du patient, et pour pouvoir essayer de donner du sens à une douleur qui est par nature insensée. En ce sens, on peut dire que le rôle du soignant qui a à prendre en charge quelqu'un qui a mal, c'est un rôle de traducteur, quelqu'un qui serait amené à traduire dans le langage du patient ce corps qui lui est inconnu. Et je pense que sur cette méconnaissance du corps, c'est Proust qu'il faut écouter. C'est dans la maladie que nous nous rendons compte que nous ne vivons pas seuls, mais enchaînés à un être d'un règne différent, dont des abîmes nous séparent,
qui ne nous connaît pas et duquel il est impossible de nous faire comprendre, notre corps. Je pense que là, il y a justement tout ce fossé considérable entre ce que nous croyons à propos de notre corps et ce que notre corps nous fait vivre, nous fait endurer, et qu'une des façons de diminuer la force tragique de l'expérience douloureuse et la solitude de cette expérience, c'est d'essayer de jeter un pont entre ce corps méconnu et ce corps qui nous parle une langue étrangère. Je vous remercie de votre attention.